Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Voici les titres de l'actualité de ce jour. CSW70, la ministre de la Promotion féminine, porte la voix de la Guinée à la tribune des Nations Unies. Engagement renouvelé pour les femmes et les filles, plaidoyer pour une justice équitable à l'ONU. La Guinée réaffirme sa vision pour l'égalité et l'autonomisation. Santé et proximité, l'hôpital régional de Kindia à la rencontre des populations, initiative pour renforcer la confiance entre soignants et population, journée porte ouverte, un pont de confiance entre hôpital et les communautés. Bienvenue dans cette édition du journal. Le jeûne entre foi, bienfait pour la santé, une pratique spirituelle aux vertus reconnues par la médecine, imam, prêtre et médecin. C'est pour les titres de cette édition. Le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, a présidé ce jeudi au Palais Mohamed V une réunion exceptionnelle du Conseil supérieur de défense et de sécurité, une rencontre stratégique qui s'inscrit dans la volonté du chef de l'État de garantir la sécurité des populations et de leurs biens. Omar Bari. Le président de la République, son Excellence Mamadi Doumbouya, a présidé ce jeudi 12 mars 2026 une réunion exceptionnelle du Conseil supérieur de défense et de sécurité consacrée aux questions stratégiques liées à la sécurité nationale et à la stabilité du pays. Autour du chef de l'État, ont pris part à cette rencontre de haut niveau le président du CNT, Dr Dansa Kourouma, le premier ministre chef du gouvernement, Amadou Ouriba, le ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Kamara, le ministre directeur de cabinet de la présidence, Djiba Diakité, ainsi que la haute hiérarchie militaire et paramilitaire et plusieurs membres du gouvernement. Dans un contexte marqué par la nécessité de renforcer la vigilance et la coordination des institutions en charge de la sécurité, le président de la République a donné des instructions fermes aux membres statutaires du Conseil afin de mobiliser l'ensemble des forces de défense et de sécurité. L'objectif est clair, garantir la sécurité des populations, préserver la stabilité nationale et assurer l'intégrité des personnes et de leurs biens sur toute l'étendue du territoire national. Le chef de l'État a rappelé aux responsables présents l'ampleur de leurs responsabilités et la légitimité de leur mission au service de la nation. Il a insisté sur l'impératif de discipline, de coordination et de réactivité des forces engagées dans la protection du pays. Cette rencontre exceptionnelle de haut niveau dépasse le cadre d'une simple réunion institutionnelle. Elle constitue un appel fort à la responsabilité collective, un rappel à l'engagement patriotique des forces de défense et de sécurité et un signal clair de la volonté du président de la République de placer la sécurité des citoyens et de leurs biens au cœur de l'action publique. À travers cette démarche, le président de la République, son Excellence Mamadi Doumbouya, réaffirme son engagement constant à veiller sur le peuple de Guinée, à protéger son avenir et à consolider les bases d'un pays résolument tourné vers la paix, la stabilité et le développement durable. Par cette réunion stratégique du Conseil supérieur de défense et de sécurité, le chef de l'État inscrit une nouvelle fois son action dans une vision claire, préserver l'unité nationale et garantir aux Guinéens un environnement sûr, propice à la construction d'un avenir commun. Avant de poursuivre cette édition, nous recevons Ibrahima Souri Kamara pour la lecture d'une série de décrets. Bonsoir Médine, bonsoir à tous. Décret D 2026-0046 PRGS-GG portant élévation à la dignité de général de division. Le président de la République, vu la Constitution décrète. Article 1er. Le général de brigade Tamba Kalas Tolno, matricule 18562G,
est élevé à l'appellation et à la dignité de général de division. Article 2. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter du 1er juin 2026, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 12 mars 2026, signé président Mamadi Doumbouya. Décret D 2026 0047 PRG-SGG portant élévation à la dignité de général de brigade et d'amiral. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Les colonels et le capitaine de vaisseau, dont les prénoms et noms suivent, sont élevés à l'appellation et à la dignité de général de brigade et d'amiral. Ce sont 1. Colonel Lanciné Diallo, matricule 17 446 G. 2. Colonel Abdoulaye Ouri Diallo, matricule 27 335 G. 3. Capitaine de vaisseau Lamine de Camara, matricule 17 288 G. Article 2. Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter du 1er juin 2026, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 12 mars 2026, signé président Mamadi Doumbouya. Décret D 2026 0048 PRG-SGG portant nomination d'un officier supérieur à titre exceptionnel. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Le commandant Bernard Kantabadino, matricule 20 599 G, est nommé lieutenant-colonel à titre exceptionnel. Article 2. Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter du 1er juin 2026, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 12 mars 2026, président Mamadi Doumbouya. Décret D 2026 0049 PRG-SGG portant nomination de certains hauts cadres au ministère de la Défense nationale. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Le colonel Bakari Samoura, matricule 1950 G, est nommé commandant du bataillon autonome de Guékédou. Article 2. Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 12 mars 2026, président Mamadi Doumbouya. Et vous suivrez à la fin de cette édition d'information le décret D 2026-0020 PRG-SGG déterminant les services de la primature des ministères et des secrétariats généraux appartenant à la structure du gouvernement. Avant cela, Ibrahima Sori, je vous amène à New York, précisément aux États-Unis, où les travaux de la 70e session des Nations Unies sur la condition de la femme se poursuit. À cette tribune internationale, la ministre guinéenne de la promotion féminine a porté la voix de la République des Guinées, réaffirmant l'engagement des autorités de la Ve République en faveur d'une justice équitable pour les femmes et les filles en lien avec le thème de cette édition. Mohamed de Camara, envoyé spécial. À la tribune des Nations Unies, la Guinée réaffirme son engagement en faveur de l'accès à la justice pour les femmes et les filles. La position a été réitérée par la délégation guinéenne conduite par la ministre de la Femme, de la Famille et des Solidarités. À l'occasion du débat général, Patricia Adeline Lama rappelle les efforts engagés pour renforcer la protection des femmes
et les filles. Je voudrais saisir cette occasion pour vous transmettre les salutations chaleureuses de son Excellence M. Mamadi Doumbouya, président de la République de Guinée. Le gouvernement poursuit activement les réformes visant à consolider l'état de droit et à renforcer la protection des droits des femmes et des filles qui constituent 51,8% de notre population. La Constitution adoptée le 26 septembre 2025 consacre le principe d'égalité entre les femmes et les hommes et prévoit des mécanismes visant à renforcer leur participation aux instances de décision, notamment à travers l'instauration d'un quota minimum de 30% de représentation. Les autorités du pays, au plus haut sommet, placent la protection des femmes et des familles au centre de l'action publique. Malgré les avancées enregistrées, des défis de lutte restent à relever. Au niveau des politiques publiques, plusieurs programmes structurants sont mis en œuvre, à savoir la politique nationale genre, la stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre, le programme d'accélération de l'abandon de mutilations génitales féminines, ainsi que le fonds d'appui aux activités économiques des femmes et des filles. Plusieurs mécanismes institutionnels ont été mis en place, notamment le guichet unique de prise en charge des survivantes de violences basées sur le genre, l'Office de protection de genre, de l'enfance et des mœurs, le Service central de protection des personnes vulnérables, ainsi que les juridictions compétentes en matière de protection des femmes et des enfants, notamment les tribunaux pour enfants. La position de la Guinée face à l'accès à la justice pour toutes les femmes et filles reste ferme pour le gouvernement. Cette volonté politique s'inscrit dans la vision de refondation prônée par le président de la République, Mamadi Doumbouya. La question migratoire reste au cœur des préoccupations des autorités guinéennes et de leurs partenaires pour mieux coordonner les actions et renforcer le dialogue entre les acteurs impliqués. Le cadre national de concertation sur la migration tient sa première session ordinaire de l'année 2026. Le point avec Maké Mendozo. Chaque année, des milliers de jeunes quittent leur pays à la recherche d'un avenir meilleur. La migration, phénomène mondial aux multiples enjeux, nécessite aujourd'hui une meilleure coordination entre les États et les partenaires au développement. D'où la mise en place de ce cadre de concertation nationale visant à renforcer le dialogue entre les institutions publiques, les partenaires techniques et financiers, ainsi que les acteurs impliqués dans la gestion de la migration dans notre pays. Le cadre de concertation parle des migrations. Il y en a certaines qui peuvent être heureuses, d'autres parfois moins heureuses. Ces migrations créent du lien, des échanges, un vivre ensemble. Et c'est important dans notre monde aujourd'hui pluriel de pouvoir avoir ce type de circulation et de mobilité. Malheureuse, car quand elle n'est pas maîtrisée, la migration peut avoir des conséquences tragiques. Il s'agira donc aux acteurs de mettre cette rencontre à profit pour une appropriation de la stratégie de mise en œuvre de la politique de migration de la République de Guinée, qui est une séquence qui permettra notamment d'identifier les points de convergence avec les autres politiques sectorielles et de clarifier les rôles et responsabilités des différents acteurs impliqués dans la mise en œuvre de la politique. Pendant 2 jours, les participants aborderont plusieurs thématiques, notamment la présentation du rôle et des responsabilités des différents acteurs, ainsi que la structure et le mode de fonctionnement de ce cadre de concertation. Cette rencontre doit être une opportunité de réflexion, d'échange, mais aussi d'action. Les recommandations qui seront issues de ces travaux devront être traduites en projets tangibles et en résultats mesurables en vue d'un meilleur pilotage de la politique de migration. Cette première session ordinaire de l'année 2026 marque une étape importante dans le renforcement de la coopération et de la coordination autour des questions migratoires. Elle devrait également permettre aux partenaires de réaffirmer leur engagement à accompagner les autorités dans la mise en œuvre de politiques migratoires efficaces et inclusives. Et puis cette brève imagée, le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de l'innovation, Mourana Souma, a visité ce jeudi le Data Center national de niveau tier 3 pour évaluer l'état d'avancement de cette infrastructure stratégique dédiée à la sécurisation des données en Guinée. Mis en service en septembre 2025, le centre dispose déjà de la certification de design TCDD et vise désormais la certification d'exploitation TCCF avec l'appui d'un partenaire technique basé à Dakar.
À Dinguiraye, les proches de l'ancien ministre Thibou Camara, enlevé dans la nuit du 3 au 4 mars 2026, ont été retrouvés sains et saufs. Une issue rendue possible grâce à l'alerte d'enlèvement lancée par le parquet général de Kankan. Selon le procureur général, les enquêtes se poursuivent afin d'identifier et de traduire les auteurs devant les juridictions compétentes dans le respect des droits humains. Diamokaba. Le parquet général près la cour d'appel de Kankan informe l'opinion publique nationale et internationale que les deux personnes enlevées dans la nuit du 3 au 4 mars 2026 à leur domicile dans la préfecture de Dinguiraye ont été retrouvées saines et sauves. Ce jour 8 mars 2026 aux environs de midi dans le district de Fouga, situé à moins de 10 km du centre-ville où les ravisseurs les ont ramenés. Pour rappel, ces citoyens de Dinguiraye avaient été enlevés par des individus encagoulés et armés, circulant à bord de 3 véhicules de couleur noire. À la suite de ces faits extrêmement graves, le parquet général avait, en date du 5 mars 2026, rendu public un communiqué dénonçant ces actes criminels et adressé des instructions aux fins de poursuites judiciaires au procureur de la République, près le tribunal de première instance de Farana, ainsi qu'aux juges de paix de Dabola et de Dinguiraye, afin que toutes les diligences utiles soient entreprises pour retrouver sans délai les victimes, identifier, interpeller et traduire devant la justice les auteurs, co-auteurs et complices de ces faits. Le parquet général se félicite aujourd'hui de la libération et des retrouvailles des victimes avec leurs familles. Il tient à saluer la mobilisation citoyenne et la collaboration des autorités administratives, des services de défense et de sécurité, ainsi que la population locale ayant contribué aux recherches. Toutefois, le parquet général tient à saluer et à rassurer l'opinion publique que les enquêtes judiciaires se poursuivent activement afin de faire toute la lumière sur les circonstances de cet enlèvement et de situer les responsabilités pénales des personnes impliquées. Ce communiqué du Conseil national de la transition portant convocation d'une plénière, le président du Conseil national de la transition convie l'ensemble des honorables conseillers nationaux à une plénière le vendredi 13 mars 2026 à 11h précises dans l'hémicycle du Palais du Peuple. L'ordre du jour de cette plénière porte sur la délibération autour des textes suivants. 1. La proposition de la loi organique portant statut des magistrats. 2. La proposition de la loi organique relative à la Commission nationale de l'éducation civique et des droits humains. 3. La proposition de loi ordinaire relative aux privilèges et avantages accordés aux anciens présidents d'institutions et aux anciens premiers ministres. 4. L'accord de prêt pour la réalisation du projet Guinea Safe City. 5. L'accord de prêt entre la République de Guinée et la Banque africaine de développement BAD relatif au financement du projet multinational destiné à la promotion des chaînes de valeur agricole durables autour des zones de transformation agro-industrielle Guinée. Sont invités à prendre part à cette plénière le Premier ministre chef du gouvernement, les présidents des institutions républicaines, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, le ministre directeur de cabinet de la présidence de la République, les membres du gouvernement, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger, la ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, la ministre de l'Agriculture, le ministre du Plan, de la Coopération internationale et du Développement, le ministre des Infrastructures, le ministre secrétaire général du gouvernement, le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée, Madame la gouverneure de la ville de Conakry, les chefs des missions diplomatiques, consulaires et organisations internationales accréditées en République de Guinée, les présidents des délégations spéciales des communes de Conakry, le représentant du Conseil national des jeunes de Guinée, les représentants des coalitions des partis politiques, les représentants des centrales syndicales,
les représentants des organisations de la société civile, les anciens membres du CTRN et du CNT de 2010, les représentants des organisations de la presse publique et privée. Compte tenu de l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous les honorables conseillers nationaux est exigée. Dans le cadre de leur formation, les officiers stagiaires de la 8e promotion du cours d'application des chefs de section d'infanterie de l'école militaire interarmée de Guinée ont effectué une mission d'études à l'état-major de l'armée de terre composée de lieutenants et de sous-lieutenants. Ils ont été reçus par le chef d'état-major de l'armée de terre à quelques jours de la fin de leur formation, lieutenant Lamine Sanakamara, correspondant de la presse militaire. Après le passage successif récent de la première promotion du cours d'application des officiers de l'école de l'air et les officiers de la 5e promotion de l'école d'état-major, c'est au tour des officiers de la 8e promotion du cours d'application des chefs de section d'infanterie de l'école militaire interarmée EMIA Guinée de faire leur immersion à l'état-major de l'armée de terre. Ils sont reçus par le général de division Aboulaye Keita, première personnalité de cette institution de défense, entouré de ses proches collaborateurs. L'objectif donc de la visite, mon général, c'est de permettre à ces officiers stagiaires d'avoir un aperçu global de l'armée de terre, surtout son organisation, son fonctionnement et succinctement les capacités opérationnelles dont dispose l'armée de terre. Et enfin pour pouvoir faire un aperçu également sur les défis et perspectives auxquels l'état-major de l'armée de terre peut être confronté aujourd'hui et à l'avenir. À travers une projection, ces stagiaires ont été largement outillés sur les mécanismes de fonctionnement de l'état-major de l'armée de terre et ses démembrements. Cette visite nous a permis de connaître le fonctionnement et l'organisation de l'état-major de l'armée de terre. Ce que nous avons appris aux EOA nous a permis ici, au cours d'application, d'être encore plus aptes à commander sur le terrain. Donc je souhaiterais dans la mesure du possible que ces formations continuent. Ça va permettre à notre armée d'être encore plus performante sur le terrain. En présidant cette rencontre, le chef d'état-major de l'armée de terre, le général de division Aboulaye Keita, après avoir souhaité la bienvenue à ses hôtes, a longuement prodigué de sages conseils. Votre formation à l'école militaire interarmée vous prépare à exercer des responsabilités de plus en plus élevées. Cette visite doit être pour vous une occasion d'observer, de questionner, de comprendre et d'approfondir vos connaissances sur le fonctionnement d'un état-major. Soyez curieux, exigeants envers vous-même et ouverts aux échanges. C'est dans la confrontation des idées et le partage d'expériences que se forge l'esprit du chef. La remise des cadeaux symboliques aux visiteurs pour marquer leur passage à l'état-major de l'armée de terre et cette photo de famille ont mis fin à cette rencontre. Pour renforcer le dialogue avec les populations, l'hôpital régional de Kindia a organisé une journée porte ouverte, une initiative des responsables de l'établissement destinée à rapprocher les services de santé des communautés et à instaurer un climat de confiance avec les habitants de la région administrative de Kindia. Marwan Kamara. C'est une journée porte ouverte destinée à rapprocher davantage à l'hôpital régional de Kindia des communautés. L'initiative est portée par la direction générale de l'établissement. Elle permet de créer un espace d'échange direct entre le personnel de santé et les populations de la région administrative de Kindia. Cette journée porte ouverte nous permet d'être en contact direct avec la population, mais aussi d'échanger avec eux, les écouter, prendre les inquiétudes, les préoccupations et trouver des pistes de solutions à notre niveau. À défaut, remonter l'information à qui de droit, qui est le ministère de la Santé, notre ministère tutelle. On a ouvert nos portes, histoire qu'ils sachent qu'au-delà des bâtiments qui ont été rétablis, au-delà du renforcement de capacité du personnel, nous avons aussi besoin de leur avis et puis nous avons besoin de leur montrer également tout ce qu'il y a dans l'hôpital pour qu'on puisse collaborer ensemble dans les jours à venir. Tout au long de la journée, plusieurs citoyens ont répondu à l'invitation en visitant les différents services de l'hôpital.
La rencontre a permis aux responsables sanitaires de présenter les infrastructures et équipements disponibles ainsi que les efforts fournis pour améliorer la qualité de la prise en charge des patients. C'est une première à Kindia. Il y a eu un changement notoire. Tout a changé. Il y a eu des rénovations vraiment innovantes. On est très contents. L'hôpital a complètement changé. Comme vous avez demandé, porte ouverte. Alors sincèrement, ça nous fait un plaisir de venir vraiment vous rendre visite. Priez le Tout-Puissant pour que les malades puissent encore alors vraiment revenir à leur santé dans les bonnes mains du traitement que vous allez les offrir. Cette journée porte ouverte s'inscrit ainsi dans une dynamique de transparence et de rapprochement avec l'ambition de construire un système de santé plus accessible et plus efficace au service de tous. À Conakry, plusieurs acteurs du système de santé ont pris part à un atelier dédié à la présentation de la communauté E6 Afrique et au partage des résultats de l'étude de base ou du projet Passeport Guinée. Cette rencontre vise à promouvoir l'échange de connaissances et à renforcer la prise de décision dans le secteur de la santé. Kadiatou Suleiman Keita. Cette rencontre intervient dans un contexte marqué par la faible disponibilité des informations et des connaissances en santé en temps réel dans notre pays. Un défi qui complique souvent la prise de décision et l'amélioration des pratiques dans le secteur sanitaire. C'est pour répondre à cette problématique qu'intervient la communauté de pratiques E6, une plateforme d'apprentissage et d'échange qui réunit chercheurs, praticiens, professionnels de santé et décideurs de Guinée et d'ailleurs. C'est une communauté qui vise vraiment à mobiliser l'ensemble des experts, n'est-ce pas, impliqués dans la santé publique pour soutenir l'utilisation des données issues de la recherche, n'est-ce pas, comme base pour la planification opérationnelle, mais aussi la planification stratégique dans les services et dans les programmes de santé, que ce soit en Guinée, mais aussi à travers toute l'Afrique. Sans les recherches éclairées, il n'y a pas de réforme sanitaire. Donc ces jeunes que vous avez vus dans la salle tout de suite vont essayer d'être des experts pour questionner les différentes préoccupations du système et faire des recommandations pour pouvoir faire avancer le système de santé dans sa plénitude. Deuxième étape de cette rencontre scientifique, la restitution des résultats de l'étude de base réalisée dans le cadre du projet Passeport financé par l'OMS Genève. Les échanges ont également permis d'identifier des pistes de collaboration afin de renforcer la production, le partage et l'utilisation des données scientifiques. Donc ce projet traduit entièrement la vision de la communauté à pouvoir rapprocher les politiques de la recherche pour que les décideurs et les chercheurs puissent se mettre ensemble et mettre en place un canal de communication régulier. À travers les actions de la communauté de pratique E6, les acteurs du système de santé, décideurs et sociétés civiles entendent promouvoir une meilleure utilisation des données et des connaissances scientifiques pour des décisions plus efficaces en Guinée. À Kemsar, la journée internationale des droits des femmes a été célébrée dans un esprit de foi et de solidarité. Des prières et bénédictions ont été formulées en faveur des femmes avant un partage de vivres avec des fidèles musulmans et chrétiens. Une initiative portée par les femmes de la société minière Nemba Mining pour promouvoir l'entraide et le vivre ensemble. Reportage Yaya Silla, Marie-Simone Noël Tonneau. À Dixine, la lutte contre la drogue s'invite désormais dans les établissements scolaires. Au groupe scolaire Elhadj Ahmed, l'Institut itinérant de formation et de prévention intégrée contre la drogue et autres conduites addictives a organisé une journée de causerie éducative consacrée à la prévention de la consommation de drogue et des conduites addictives. Une initiative destinée à sensibiliser les élèves aux dangers de ce phénomène. L'avenir repose sur ces élèves-là, sur eux. Donc nous venons vers eux pour les sensibiliser aux méfaits de l'usage de la drogue. La drogue
est une menace pour tout apprenant. Au cours de la rencontre, des échanges interactifs ont réuni élèves et spécialistes. L'objectif, c'est sensibiliser et faire comprendre aux enfants parce que eux, ils ne comprennent pas. Il faut les expliquer, il faut venir auprès d'eux, leur donner les vraies raisons, les conséquences de la drogue. Parce que la drogue n'a pas d'importance dans la société. Ça nuit à leur avenir. Les intervenants ont également insisté sur l'importance de la prévention et sur le rôle que doivent jouer élèves, enseignants et parents dans la lutte contre ce fléau qui gagne progressivement le milieu scolaire. On remercie le bon Dieu qui nous a réunis ici aujourd'hui pour essayer de conseiller les élèves. J'ai dit quelqu'un qui veut vivre une vie paisible, qui veut essayer de réussir dans sa vie, ne doit pas prendre la drogue. Les organisateurs annoncent que ces séances de sensibilisation se poursuivront dans plusieurs établissements de la commune de Dixine. Nous vous donnons lecture à présent d'une décision de la Haute Autorité de la Communication portant suspension des sites web africaturmedia.com et guinesource.com. La Haute Autorité de la Communication décide, article 1er, la suspension des sites www.africaturmedia.com et www.guinesource.com et de tout leur réseau de partage de contenu pour une période de 3 mois pour diffusion d'images sensationnelles, de propos incitant à la violence transfrontalière. Les journalistes Sa Edouard Tengiano et Forono Lama, non détenteurs de la carte professionnelle de presse, sont suspendus pour une période de 6 mois pour diffusion d'images de violence en direct et ayant attissé le conflit entre jeunes libériens et guinéens à la frontière de Guékédou. Ce, conformément aux dispositions des articles 42, 53 et 103 de la loi organique L 2010-002 CNT de juin 2010 portant liberté de la presse et celle de l'article 52 de la loi organique L 2020-0010 AN du 3 juillet 2020 portant attribution, composition, organisation et fonctionnement de la Haute Autorité de la Communication. Article 2. La présente décision qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistrée et publiée au journal officiel de la République Conakry le 12 mars 2026 pour la Haute Autorité de la Communication, le président Boubacar Yassine Diallo. Ont signé Adja Sarata Keita, Eladja Djelimori Djoubate, Mariam Donzo, Eladja Fodebouya Fofana, Amadou Touré, Mariam Naïté, Mariam Kamara, Fanta Dopaogi. Changement à la tête de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Youssouf Souma a pris fonction succédant à Cabinet Traoré, promu administrateur de l'Agence des dépôts du Trésor. Le nouveau directeur général affiche sa volonté de poursuivre les réformes engagées pour un Trésor plus performant et plus transparent. Le point avec Mamadi Gassama. Jusque-là, administrateur de l'Agence des dépôts du Trésor, Youssouf Souma tient désormais les rênes de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Il succède ainsi à Cabinet Traoré, également promu au poste d'administrateur de l'Agence des dépôts du Trésor. Durant la période que j'ai passée à la tête du Trésor, nous avons pu enregistrer plusieurs avancées qui sont importantes, dont le lancement du Trésor Pay. On avait un objectif qui nous avait été assigné, c'était de mobiliser 1% des recettes non fiscales lorsqu'on rapporte ce chiffre au PNB. Cet objectif, Dieu merci, on l'a atteint. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer ma gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, au Premier ministre, Monsieur Amadou Ouriba, à Madame la ministre de l'Économie, Madame Madamassile Silla, pour la confiance placée à ma personne afin de conduire cette institution stratégique de l'État. Je suis convaincu que, grâce à votre engagement et à notre esprit d'équipe, nous saurons relever le défi qui se présente à nous et poursuivre la modernisation de notre administration financière au sein du développement de notre pays. La cérémonie mobilise autorités, amis et cadres du département de l'économie, des finances et du budget.
L'instant est mis à profit pour rappeler aux promus la portée stratégique de cet acte du pouvoir central. On est dans un paysage ou dans un environnement de comptabilité publique. Je rappelle que vous serez tous comptables aussi des résultats positifs et des résultats négatifs. Donc c'est en cela que j'en appelle à votre engagement, à votre disponibilité, à votre esprit d'équipe. Cette transition à la tête de la direction du Trésor et de la comptabilité publique s'inscrit dans la dynamique de continuité administrative engagée par les autorités avec pour ambition de renforcer la gouvernance et la transparence dans la gestion des finances publiques. Passation de service à la Société nationale d'aménagement et de promotion immobilière. Cette rencontre a permis aux responsables de se retrouver pour faire le point et définir les priorités liées à la mise en œuvre des réformes visant l'amélioration des conditions de vie des populations. Pascaline Yomalo, Fodé Camara, reportage. Chef de l'État de donner sa confiance à M. Koli Kone en le nommant directeur général adjoint de la Société d'aménagement et de promotion immobilière Sonapi SA. À cette occasion, je le déclare installé dans ses nouvelles fonctions en vertu des pouvoirs qui me sont conférés. Solennellement ouverte par la lecture conjointe du décret présidentiel, cette passation de service au sein de la direction générale de la Société nationale d'aménagement et de promotion immobilière s'inscrit dans la dynamique de la poursuite des réformes. À l'occasion de la cérémonie de passation de service par laquelle il m'a confié les fonctions du directeur général adjoint de la Société d'aménagement et de promotion immobilière, la SONAPI. Cette nomination s'inscrit dans la vision et la volonté d'un homme d'État, résolument engagé au service de la Guinée et du bien-être de ses citoyens. Son Excellence Amadi Doumbouya, président de la République de Guinée. Je prends l'engagement solennel de servir avec loyauté, humilité et dévouement aux côtés de Madame la Directrice Générale, avec la ferme volonté d'apporter une contribution utile. Au cours de cette cérémonie, la directrice générale de la SONAPI a souhaité la bienvenue au promu tout en lui apportant son soutien dans l'esprit du travail d'équipe axé sur l'obligation de résultat. Cette passation a été une occasion pour la direction générale de la SONAPI de rappeler la feuille de route de l'institution pour renouveler l'engagement à œuvrer pour la mise en œuvre d'une politique immobilière ambitieuse pour répondre aux attentes des populations. Et puis les membres du conseil d'administration de l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel se sont réunis ce jeudi en session ordinaire. Cette rencontre a permis d'examiner le bilan des activités et de passer en revue le plan d'action opérationnel 2026 issu de la retraite stratégique de l'institution dans l'optique de renforcer la gouvernance et les actions en faveur de la formation professionnelle en Guinée. Moussa Komara. Dans un contexte marqué par les défis de l'emploi et de la qualification de la main-d'œuvre locale, l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel affiche devant les membres du conseil d'administration ses ambitions pour l'exercice 2026. Il s'agit entre autres de doter l'institution d'un siège, d'améliorer la gouvernance, de cartographier les processus et procédures, ainsi que la certification des formations aux normes ISO 9001, 2025. Il a été retenu que la consonance ONFPP doit sonner qualité maintenant, désormais, et non formation en quantité, mais en qualité. Un troisième axe qui est sorti de là, selon les orientations du BIT, le cadre de travail dans un environnement décent pour aboutir à une meilleure performance. En 2026, l'institution espère se repositionner à l'international. En termes de qualification, 300 modules de formation continue seront déployés au profit des entreprises. 300 maîtres apprentis seront qualifiés et 1200 jeunes sans emploi seront accompagnés dans leur insertion professionnelle. Il faut reconnaître que l'ONFPP est en train de se positionner
de façon stratégique. Il y a eu beaucoup d'avancées dans son domaine de formation, aussi bien la performance en termes de mobilisation des ressources, mais aussi en termes de réalisation des activités sur le terrain. Des propositions pertinentes sont faites pour la compétitivité des entreprises et adapter la formation aux besoins du marché de l'emploi conformément aux orientations de la tutelle. Dans la construction des catalogues de formation, que le secteur privé soit consulté et que nous puissions co-construire ensemble les différents programmes de formation qui seront déployés tout au long de cette année 2026. Donc, chose qui a été faite. Au-delà des échanges et des décisions prises, cette Assemblée générale ordinaire ouvre surtout une nouvelle dynamique pour l'ONFPP, résolument engagée à renforcer les compétences et préparer un avenir meilleur pour la jeunesse guinéenne. Dans la préfecture de Forêt-Caria, le préfet a achevé sa tournée de prise de contact dans les différentes collectivités de sa juridiction. À chaque étape, le colonel Mamadou Lamarana Diallo a transmis aux populations les messages de paix du président Mamadi Doumbouya, une initiative qui a reçu l'adhésion des populations de Moria. Alpha Isiagaba, Sidiki Sissé, reportage. Dans les sous-préfectures de Kabak, Alasoya, Mafreya et le district de Pamalapa, le préfet de Forêt-Caria se confond aux populations. Colonel Mamadou Lamarana Diallo sensibilise les citoyens sur la culture de la paix et le vivre ensemble. Le président veut que la Guinée soit vraiment, que tous les Guinéens soient unis et que tous les Guinéens soient vraiment ensemble. Parce que c'est l'union qui fait la force. Si nous marchons en rang dispersé, ça va nous affaiblir. Mais si nous sommes unis, et de la manière dont nous sommes en train de faire, ça va aider le gouvernement, ça va aider l'État à développer la Guinée. Parce que la vision du chef de l'État, c'est pour que la Guinée se développe à l'image des autres pays développés au niveau de la sous-région. La délégation préfectorale s'est ensuite rendue à Moribaya, ainsi que dans la commune urbaine de Forêt-Caria. C'est la dernière étape de la tournée de prise de contact du préfet Lamarana Diallo. Partout, des messages de paix, de cohésion sociale et d'unité nationale ont été véhiculés. Votre présence parmi nous est un honneur inestimable pour notre commune rurale, car elle marque un tournant décisif et une occasion solennelle de montrer notre engagement collectif à soutenir notre président, son Excellence, M. Mamadi Doumbouya. La commune rurale de Moribaya reste convaincue et satisfaite du président Mamadi Doumbouya. À travers cette tournée de sensibilisation, le préfet de Forêt-Caria entend avant tout œuvrer à la préservation de la paix et du vivre ensemble. Plusieurs initiatives sont également annoncées afin d'accompagner le président Mamadi Doumbouya dans la mise en œuvre de sa politique de refondation de l'État. Et puis, ce communiqué interministériel relatif à l'interdiction de la transhumance transfrontalière. Conformément au communiqué interministériel du 23 janvier 2025 relatif à l'interdiction de la transhumance transfrontalière sur l'ensemble du territoire national, la période d'interdiction est prorogée jusqu'à nouvel ordre. Cette mesure vise à permettre la finalisation des dispositifs et infrastructures nécessaires pour une gestion organisée, sécurisée et durable des mouvements de transhumance. La présente mesure ne concerne pas les animaux destinés à la commercialisation et à la consommation qui seront soumis à une autorisation préalable d'importation délivrée par le ministère de l'Élevage conformément aux articles 41 et 42 du Code de l'élevage et des produits animaux. Sont chargés de veiller à l'application de ce communiqué conjoint les services déconcentrés du ministère de la Défense nationale, du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, du ministère de l'Administration du territoire et de la décentralisation, du ministère de l'Environnement et du Développement durable, du ministère de l'Élevage ainsi que les fédérations régionales de la filière bétail-viande. Conakry, le 12 mars 2026, ont signé le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation, Ibrahima Khalil Condé, le ministre de l'Élevage, Félix Lama, la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Diamé Diallo.
Le jeûne, au-delà de son aspect spirituel, présente également de nombreux bienfaits pour la santé. Et selon les spécialistes, cette pratique contribue au renforcement du système immunitaire et au bon fonctionnement de plusieurs organes de l'organisme. Pour mieux comprendre ses effets et les bonnes pratiques à adopter pendant la rupture du jeûne, notre équipe est allée à la rencontre d'un imam, d'un prêtre et d'un médecin. Grand format du jour signé Abdul Karim Kamara Maroufba. S'abstenir de manger de la journée, un acte d'adoration divine dans le but de renforcer la foi. Dans la religion musulmane, s'imposer cette privation demande des préparatifs, au plan psychologique notamment. Cependant, les vertus et bénéfices du jeûne en termes de santé sont prouvés selon certaines recommandations du messager d'Allah. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, dit ceci: « Jeûnez, vous aurez la santé. » L'islam recommande, que ce soit le ramadan, que ce soit en dehors du mois de ramadan, l'islam ne recommande pas de manger beaucoup. Quand on dit que nahnu qawmun la na'kul hatta najua wa idha akalna shabi'na. Donc on n'a pas besoin de remplir trop le ventre pendant la rupture du jeûne, mais il s'agit tout simplement de grignoter pour te permettre d'aller faire tes prières sans problème. L'islam, c'est une religion de tolérance, une religion de juste milieu, une religion éducative, c'est-à-dire une religion qui oriente les gens vers le droit chemin. Hippocrate, le père de la médecine, avait déjà ordonné de mettre au repos et à la diète noire les malades qui sont fatigués il y a longtemps. Selon cette médecine, un code génétique se trouve dans le corps de l'homme, c'est-à-dire un logiciel qui gère le jeûne. Du coup, l'organisme s'y adapte. L'immunité de l'organisme de l'homme augmente. L'augmentation des capacités de défense de l'organisme, à savoir les cellules du foie, les lymphocytes T, les globules blancs. Donc c'est une amélioration de la défense qui va, les cellules du foie particulièrement, son potentiel purificateur, parce qu'il est l'organe purificateur, le grand organe purificateur de l'organisme, va augmenter de 10 fois. Tous ces poisons accumulés au sein de l'organisme au cours de l'année seront débarrassés par le foie et le système immunitaire au cours du jeûne. Pour l'Église chrétienne, au-delà de la non-alimentation de l'organisme, le jeûne fait du bien à l'âme en lui apportant une santé de fer en termes de comportement. Le jeûne n'a pas que la privation comme élément central. Quand on dit jeûner, il y a dans le jeûne et la prière, et le partage, et la pénitence. Et la pénitence, c'est pas seulement se priver d'aliments. La pénitence, c'est reconnaître réellement sa fragilité, ses faiblesses, ses péchés, et se repentir dans l'objectif de se convertir, de changer d'attitude. Le jeûne lutte aussi contre l'inflammation chronique. Pour celui qui souffre d'un début de cancer, d'une gastrite ou d'un ulcère, ces cellules cancéreuses seront détruites et remplacées par de nouvelles cellules. À la fin du mois de Ramadan, c'est un estomac neuf, des intestins rajeunis, renouvelés et le système immunitaire rajeuni et renforcé. Ce qui veut dire que vos petites inflammations, vos petits bobos de type digestif seront guéris à la fin du mois de Ramadan. En ce qui concerne la gestion de la rupture, la physiologie du tube digestif est en jeu. Il n'est pas conseillé de commencer par ce qui est frais, notamment les cocktails et le sucre. Quand vous mangez, prenez le tiers de la quantité qui vous rassasie. Vous mangez un tiers, vous laissez un tiers à l'eau et vous laissez le troisième tiers à l'air. L'air là est dans l'estomac déjà, ça s'appelle la poche à air gastrique. Si vous remplissez l'estomac dès la rupture, avec vos djinjang, ou bien avec quelque chose de très sucré, ou une grande quantité, vous bloquez votre digestion. Bonjour, les vomissements, les diarrhées, la constipation, la flatulence. À l'adresse des femmes,
L'utilisation fréquente des pilules et implants de toutes sortes provoque une inflammation au niveau de l'œsophage. Il faut que ces femmes-là arrêtent ces pilules sous toutes les formes parce qu'elles souffrent pendant le jeûne. Il y a une brûlure de l'estomac. Et l'OMS a dit, c'est pas moi qui le dis, l'OMS a dit que ces pilules donnent le cancer, provoquent le cancer du sein. Les fumeurs, c'est une occasion d'arrêter de fumer. Il est prouvé aussi que quand vous mangez, quand vous faites la rupture, vous mangez, vous fumez une cigarette, cela est très nocif à l'organisme. Il n'est pas non plus normal de cracher à tout moment pendant le jeûne sous peine d'avoir une déshydratation. En somme, jeûner, c'est manger normalement comme d'habitude, c'est-à-dire les 3 repas du jour, mais avec modération pendant la rupture. Près de 400 femmes issues des fraternités catholiques de l'archidiocèse de Conakry se sont retrouvées à la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Dubrika, organisée par l'Association des femmes catholiques de l'archidiocèse de Conakry. Cette rencontre annuelle tenue en période de carême est un moment de prière et de partage entre participantes. Marie-Simone Noël-Tono, Robert Bangoura, reportage. Elles sont près de 400 femmes réunies au sein de cette église de la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Dubrika. Ces femmes viennent de différentes fraternités des paroisses de l'archidiocèse de Conakry pour répondre à l'appel de l'ADEFCAC, Association des femmes catholiques de l'archidiocèse de Conakry. Cette traditionnelle récollection de carême s'est tenue cette année à la veille du 8 mars. Chaque année, au mois de carême, nous choisissons une fraternité pour nous rendre là et passer une journée de prière, de partage et de communion fraternelle. Les femmes étaient contentes et à travers cette fête 2026, la fête de la femme, nous demandons à toutes nos sœurs de nous donner la main et de travailler dans la paix. Je suis présidente, ça fait 15 ans de cela, depuis 2014. C'est la première fois que je reçois des femmes, vraiment, ça m'a dépassé. C'est une grâce pour moi. Je remercie le bon Dieu, je remercie toutes les femmes qui se sont déplacées pour venir chez nous. À l'image des années précédentes, cette édition 2026, la récollection des femmes a un caractère unique à travers un thème. Il est vivant. Pour témoigner que Jésus est vivant, il faudrait d'abord savoir qui est Jésus pour toi. Et deuxièmement, il faut faire une véritable rencontre personnelle avec ce Seigneur-là. Parce que si tu n'as pas fait une véritable rencontre véritable avec lui, tu ne peux pas témoigner de lui. C'est à travers des travaux de groupe autour des questions telles que la mission de la femme dans l'Église que ces femmes réfléchissent sur les défis auxquels font face le genre féminin dans l'Église. Au-delà de la formation, l'objectif de cette récollection est de partager un temps fraternel en cette période de carême, mais également passer en revue toutes les activités de l'association prévues au cours de l'année. La journée s'est achevée par la célébration eucharistique. À Gbessia, l'élan de solidarité se poursuit en faveur des personnes vulnérables. Comme les années précédentes, l'association Ataouhid Bilaï a procédé à une distribution de vivres au profit des personnes indigentes du quartier Dar es Salaam, un geste de générosité qui vise à soulager les plus démunis en cette période marquée par le mois saint de Ramadan et le carême, deux moments de spiritualité et de partage. Alpha Isiagaba, Moussa Komara. Des dons de vivres aux personnes nécessiteuses en ce mois saint de Ramadan à Dar es Salaam 3 dans la commune urbaine de Gbessia. Il s'agit de sacs de riz, des bidons d'huile, des paquets de sucre que l'association Ataouhid Bilaï a offert aux handicapés, aux orphelins et des personnes démunies. Ce geste est loin de se faire voir. Il résulte de la solidarité que nous voulons créer et entretenir entre notre association Ataouhid Bilaï et l'ensemble des personnes en souffrance. Prouver s'il en était besoin à l'État que nous sommes à ses côtés
et convaincre les bonnes volontés à suivre ce bel exemple d'humanisme envers des personnes dans le besoin. C'est la mosquée principale de Dar Salam 3 qui a servi de cadre pour la distribution de ce don. Don qui, sans nul doute, va soulager des bénéficiaires en ce moment de pénitence, de partage et de solidarité humaine. En vérité, la joie est immense au moment où je reçois ces vivres. Merci à ceux qui me l'ont donné. Je leur resterai éternellement reconnaissante. C'est le énième geste de l'association Ataouid Bilahi envers des indigents en Guinée, principalement dans notre capitale Conakry. Dans le même registre, une nouvelle initiative humanitaire voit le jour en Guinée. La Fondation Kaniba pour l'humanitaire a procédé à Conakry au lancement de ses activités. À travers cette structure, les initiateurs entendent renforcer les actions de solidarité et venir en aide aux personnes les plus vulnérables. Pascaline Yomalo. La cérémonie de lancement officiel de la Fondation Kanimba pour l'humanitaire a débuté par une lecture du Saint-Coran, un moment de recueillement placé sous le signe de la foi et de la bénédiction. Portée par un esprit de solidarité et d'engagement social, cette fondation ambitionne d'apporter sa contribution dans plusieurs domaines sociaux et humanitaires. Nos projets les plus phares déjà, c'est l'offre pour la prochaine rentrée de plusieurs bourses d'études à plusieurs jeunes filles. Et aussi, comme on l'a dit, notre engagement va dans la foi. Donc on essaiera aussi d'offrir des pèlerinages et des umrahs à plusieurs jeunes et aussi à plusieurs imams de la Guinée. C'est une cause qui nous tient à cœur parce qu'on adore aider, on aime être au service de l'autre et faire don de soi, c'est ce qui guide notre vie. La Fondation Kanimba pour l'humanitaire se fixe plusieurs objectifs, notamment l'accompagnement des personnes vulnérables, la promotion de l'éducation et le soutien aux initiatives sociales visant à améliorer les conditions de vie des populations. Ces 4 axes que nous avons choisis, ce n'était pas par hasard. Parce que sans ces 4 axes, on suppose qu'on ne peut pas parler de progrès, on ne peut pas parler de développement durable. Donc, entre autres, nous avons l'éducation, nous avons la santé, nous avons la religion et aussi les actions sociales. À travers cette initiative, les promoteurs entendent fédérer les bonnes volontés et renforcer les actions en faveur du développement humain. À Kemsar, la Journée internationale des droits des femmes a pris une dimension spirituelle et solidaire. Prières, bénédictions et partage de vivres avec des fidèles musulmans et chrétiens ont marqué cette célébration à l'initiative des femmes de la société minière Nimba Mining. Yaya Silla, Marie-Simone Noël, Tono. Cette année, le thème de la Journée internationale des droits des femmes a été placé sous le thème « L'accès à la justice pour toutes les femmes et les filles ». Dans les sous-préfectures de Kamsar et Sangaredi, la journée a été marquée par le partage des vivres aux fidèles musulmans et chrétiens en cette période de pénitence. Au total, 6 mosquées et églises ont été choisies dans la localité. Nous sommes très réconfortés, nous sommes très contents de cette société, de leurs gestes. Pas c'est le matériel, non. Les gestes et pendant ce mois béni, ça nous va droit au cœur. Je suis à Kamsar depuis 1995, mais c'est la première fois de voir ce genre de gestes venant des femmes de Kamsar. Nous prions que Dieu bénisse et protège ces femmes de Nimba Mining et toutes les autres femmes de la Guinée et du monde. Cette initiative est rendue possible grâce aux responsables de la société Nimba Mining SA, une manière pour réaffirmer leur solidarité aux communautés de Kamsar et de Sangaredi. Nous appelons toutes les femmes à innover comme nous le faisons. C'est pour encourager celles qui sont à la maison à sortir pour pouvoir travailler, exercer quelque chose afin de venir en aide à la communauté. L'initiative noble qu'elles ont prise, celle d'organiser ces dons afin de s'inscrire dans la stratégie d'engagement des parties prenantes. On n'est pas arrivé à cette parité que l'on connaît 50-50, mais bien naturellement, on met de l'emphase sur la promotion des femmes. La journée a été clôturée par des prières et bénédictions en faveur de toutes les femmes de la Guinée et du monde entier.
Une rupture collective a été organisée par les femmes de Nimba Mining SA. Ainsi prend fin cette édition. Merci de votre fidèle attention. La Guinée est notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Reposante nuit à tous et à toutes.